David Dickens, Maxime Liédo, Anas Kazib, les grandes gueules avec vous jusqu'à midi. Des grandes gueules qui ouvrent maintenant la page du monde de Macron. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le cadre du grand débat, le président de la République était hier, pas très loin d'Angers d'ailleurs, pour rencontrer des enfants, discuter avec eux du grand débat, de ce qui fait l'avenir du pays, puisqu'il leur a dit, le chef de l'État, c'est pour vous qu'on prépare la France de demain et d'après-demain. Et puis ça a été un dialogue avec la sincérité des enfants. Et il y a inévitablement une question sur les gilets jaunes. Les gens se sont mis en colère, ont occupé les ronds-points et ont dit on veut que les choses changent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs de Françaises et de Français qui ont dit on est d'accord avec eux. Et puis on a vu arriver aussi des gens hyper violents. C'est les images que peut-être vous avez vues à la télévision le samedi et qui ont tout cassé. Et ça, il n'y a rien qui justifie dans une république de tout casser. On mis des gilets jaunes, des tas de gens qui s'en fichent que ça aille mieux. Ils veulent juste que ça change totalement et ils veulent juste que ce soit leurs règles qui s'imposent aux autres. Et eux, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Alors eux, c'est les gilets jaunes que j'aime pas. Mais c'est comme s'il y en avait 5 qui étaient pour le blanc et qui disent « Ok, vous avez choisi noir, eh ben je vais décider de casser toute la pièce. » Et c'est ça à un moment donné ce qui se passe. Et ça me rend malheureux. Parce qu'ils sont au fond pas contre moi, ils sont contre ce que je représente. Voilà, le président de la République entouré d'enfants et qui leur explique... les gilets jaunes casseurs expliqués aux enfants. Anas Kazib, c'est une explication qui te va ? Mais il n'a pas fait d'amalgame. Il n'a pas fait d'amalgame. Ouais. Hein? Il n'a pas fait d'amalgame. Il a distingué les jaunes des oui. Mais lâche le steak, Manu. Hein. Le steak, Manu. Faut à un moment donné lâcher le steak. C'est trop, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, moi j'ai regardé hier, mais c'est too much comme on dit. Enfin, il essaye de pousser le grand débat jusqu'à l'infini. Ça peut finir en 2022. Il y avait, je crois, je sais plus quel journaliste qui disait, au final, ce grand débat, ça va être l'éléphant qui accouche d'une souris. Et on le voit de plus en plus parce que même là, on est en train de se dire que l'allocution qui était potentiellement prévue à la mi-mars et qui s'est retrouvée mi-avril, finalement, ça va être peut-être des petites annonces mais en juin, en vérité, il n'y a rien qui est prévu. Et avec les enfants, c'est intéressant. Moi, j'avais proposé... C'est intéressant avec les enfants ou pas? Mais moi, j'ai apprécié énormément le discours des enfants, notamment sur le harcèlement, etc. Il y a un vrai problème là-dessus, sur ces questions-là, qu'il va falloir traiter pour de vrai. Je pense que là, c'était pas l'objet du grand débat, c'était plus dans le truc des conférences citoyennes, d'essayer d'occuper l'espace où on a un président de la République qui est obligé de rester pendant encore je sais pas combien d'heures à parler avec des enfants. Moi, j'avais proposé un octogone à Guillaume Pépi, je propose un octogone à Monsieur Macron. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, il a soulevé aussi... Qu'est-ce que c'est qu'un octogone? C'était Bouba et Karis qui se taclaient comme ça en se disant, mais bon, moi, un octogone, pas de bagarre, pas se mettre sur un ring, points, mais un octogone de débat, comme je dis. C'est-à-dire que on parle de service public aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. On entend beaucoup de personnes qui parlent de maternité qui ferment. On voit des personnes maintenant qui accouchent dans leur voiture parce que la maternité, elle a 200 bornes de chez eux. Sur la question du... Alors attends, on s'arrête un instant là-dessus. Combien de personnes en France ont accouché dans leur voiture parce que la maternité était trop loin? Non, sérieusement. Malheureusement, il n'y a pas besoin d'aller en Syrie. Il y a des maternités. Il y a des maternités qui ferment. Ne t'en déplaise, David. Agnès Buzyn aussi a encore annoncé qu'il allait avoir des restructurations. Une maternité qui ferme, ça fait pas quelqu'un qui accouche dans sa voiture, Anas. Elle accouche où alors? Elle accouche où? S'il n'y a pas de maternité. Ah bon? Dans une autre maternité. Donc faut qu'elle prenne sa gueule. Là, pour le coup, trouve-moi des chiffres et donne-moi le nombre de femmes qui ont accouché dans leur voiture en France cette année. Attends, mais tu vis où? Faut arrêter, on est en France, Anas. On est en France, un pays dans lequel on est gâté, où chacun a le droit d'être soigné. Mais toi, t'es gâté parce que t'es parisien. Parce que tu sors de chez toi, t'as 12 boulangeries. Je vis 6 mois dans le sud de la France, 6 mois à Paris. Donc je suis pas parisien d'une part. Et je te demande. Et il n'a pas accouché. Toi qui parles de chiffres, je te demande de nous donner le nombre de femmes qui ont accouché dans leur voiture cette année. Ne déplace pas le débat sur un... Mais c'est toi qui déplace le débat. On te pose une question sur l'intervention des enfants. Eh ben, mais c'est toi qui vas me faire mon intervention maintenant. C'est-à-dire que t'es devenu le rédac-chef des grandes gueules. Qu'est-ce que les auditeurs, ils veulent entendre? Ça s'appelle de la rhétorique. Non, c'est pas de la rhétorique. Quand on te pose une question, tu réponds à la question. Attention, pas en même temps. On n'est pas dans une interview. Je suis pas sur BFM TV. On n'est pas en train de me poser des questions. On est aux grandes gueules. On a le droit d'intervenir. Et pose une question sur les enfants. Il a répondu. Tu parles des femmes qui accouchent dans leur bagnole.
l'octogone, il est là. Je termine. Donc il y a un sujet sur la question du service public qu'on doit poser. Et pourquoi il a parlé avec plein de monde. On ne peut pas lui reprocher le grand débat, qu'on le critique ou pas. Ça reste quand même une certaine réussite de manière politique d'occupation de l'espace. Maintenant, sur la question des services publics, pourquoi il ne parle pas avec des infirmières? Pourquoi il ne rassemble pas des cheminots, des gens de la RATP, des fonctionnaires, etc. et qu'on puisse débattre, qu'on se confronte et pas avec uniquement des enfants dont le discours est très policé aussi. Maxime. Non mais ça t'a intéressé les enfants? Oui, c'était intéressant parce que c'est toujours, comme là, pour une fois d'ailleurs, très bien dit Anas, une certaine, comment dire, sincérité, sans filtre, pardon, sur les enfants. Donc c'est toujours hyper intéressant. Mais ouais, voilà. Mais par contre, j'ai trouvé la parole du chef de l'État quand il a dit qu'en gros le monde qui nous préparait, c'était celui dans lequel on allait vivre. J'ai été pris d'un sentiment de terreur absolue. Genre, j'ai pas du tout envie de vivre dans le monde dans lequel nous prépare Emmanuel Macron, parce que il faut être très honnête, hein, la France est très endettée. Quand on voit actuellement le niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'on est en train de se faire bouffer par les Chinois et on en redemande. Ça y est. C'est-à-dire que, alors, les Maroc. Si tu veux, à titre personnel, quoi que tu dises, à un moment ou à un autre, ta Maxime, il te ramène sur. L'Europe se fait bouffer par les Chinois. Pardon, mais ça fait. Non, mais je suis obligé. Donc tu attendais une question d'un enfant sur les parts de marché européennes de ADP avec les Chinois et sur la privatisation d'ADP. Mais j'attendais ça. Non, mais parce que je comprends ce que tu veux dire. Non, mais il y avait quand même un exercice de communication qui était indéniable. Et ça c'est incontestable. Ah ben voilà. Donc c'est-à-dire que dans ce truc de communication, il y a toujours le fait de vouloir justifier que le monde dans lequel on nous prépare, c'est celui qui va être formidable, merveilleux et dans lequel de toute façon on pourra pas changer parce que c'est celui-là qui est le meilleur. Et moi ça m'a posé un problème. Maintenant sur la question des gilets jaunes, il a été on ne peut plus clair. Pour moi, il y a pas eu du tout d'amalgame. Il y a eu en effet d'abord des gens qui se sont mis en colère sur les ronds-points, qui ont en effet porté une voix qui était qui devait d'ailleurs être largement entendue en France, celle des gens de la France périphérique selon l'expression consacrée désormais. Et puis il y a eu après le mouvement qui a totalement tourné en vinaigre où maintenant on parle plus du nombre de choses cassées que. Mais le tout est de savoir, c'est hier cette rencontre avec les enfants qui a été partiellement diffusée par les chaînes info et cette rencontre du président avec les enfants, à quoi ça sert? Est-ce que c'est hormis l'exercice de com, est-ce que ça a un intérêt politique, puisque c'est ça la question. Est-ce que ça s'inscrit dans l'intérêt politique du grand débat? Oui, David Dickens. C'est un service après-vente. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il est difficile de dissocier la communication politique de l'action politique. Donc c'est vrai qu'on a tous tendance, dans les commentateurs, les chroniqueurs, les journalistes, à prétendre à chaque fois que quelque chose s'apparente à de la communication, que c'est nécessairement quelque chose de négatif. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est absolument indissociable. Et ce que je déplore, c'est que alors l'exercice, il est du point de vue de la communication pour moi pas très efficace dans le contexte actuel. Il se trouve qu'à chaque fois que Macron prend la parole, de toute façon, il sera soumis à l'avis, la perception. Peut-être que là c'est un peu trop. C'est un peu trop là. Voilà. Moi, ce que je me réjouis du fait qu'effectivement on est tous d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas confondre les gilets jaunes et les casseurs. Ça, il le fait bien. Ensuite, est-ce qu'un président aujourd'hui, parce que leur monde de demain, c'est des mômes, quoi. Ils ont 10 ans. Ouais. On peut considérer que dans 10 ans, ils seront adultes. Enfin, dans 8 ans, ils seront adultes. Et qu'Emmanuel Macron ne sera plus à l'Élysée. Mais il aura fait 2 mandats. Forcément. Même s'il a fait 2 mandats, dans 10 ans, il est plus là. Est-ce que c'est tout à fait stupide d'imaginer que ce qu'il fait aujourd'hui aura des répercussions sur la vie d'adulte de ses enfants? Oui. Pas nécessairement, quand même un peu. Mais lui, comme les autres, on peut imaginer par exemple que François Hollande, qui a mis en place le mariage pour tous, ça change structurellement la structure familiale française, la cellule familiale française, et que ça aura des répercussions à terme sur les familles françaises. Voilà. Oui, moi j'ai regretté quand même. C'est politique qui fait ça. Moi j'ai trouvé dommage dans l'exercice que les enfants interpellent pas plus le président de la République. Finalement, ça s'est transformé, ça s'est inversé. Oui, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a joué le prof, alors parce qu'il vit avec une prof, alors peut-être que ça lui a donné des idées. Non, parce qu'il parle à des enfants. Non, mais c'est dommage, parce qu'à un moment donné, il les interrogeait comme si on était dans une classe. Moi, j'aurais aimé plutôt que les enfants interpellent le président avec leur spontanéité. Il aurait pu y avoir des moments un peu plus de vérité. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, quand même, il y a un moment assez fort, c'est le harcèlement, où tu t'aperçois quand même que sur une 50aine d'enfants, ça les touche tous. Ils ont tous des choses à raconter. Ils ont même raconté l'histoire terrible d'un suicide d'un adolescent dans la forêt qui s'est pendu.
défendu. Donc ça veut dire que c'est des choses qui vraiment les touchent. Et moi, pour le coup, je trouvais que là, il y avait un sujet. Il y a un vrai sujet. Mais c'est pas un sujet pour Emmanuel Macron. C'est peut-être un sujet pour Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État à l'enfance, qui était là. Et on voit bien que là, il y a des choses à faire. Mais il n'y a aucune réponse. C'est ça le problème. C'est que sur le sujet du harcèlement, ok, moi je veux bien qu'on n'entre pas dans une démagogie en disant ouais, il va pas trouver une loi et claquer des doigts, arrêter le harcèlement le lendemain. Mais ne serait-ce que prendre en compte cette question-là. La seule réponse qu'il a pu trouver en tant que président de la République, ce n'est pas un adulte lambda, Emmanuel Macron, c'est le président de la République. De leur dire, faut aller voir les maîtresses et dénoncer lorsque ça va pas, mais le moindre surveillant, le moindre prof de CM1 ou n'importe dira la même chose. Mais ce ne sont pas des présidents de la République. On attend sur ces questions-là. Je pense les enfants qui posent la question, c'est de faire en sorte que cela puisse cesser rapidement. Et il dit rien. Il dit rien. On parle de la TVA le lendemain, comme si voilà quoi, on parle d'autre chose. Dans le monde de Macron, on a un candidat à la mairie de Paris qui s'est déclaré hier, c'est monsieur Benjamin Griveaux. C'était dans un café qui s'appelle Fluctuac Nec Mergitur. En plus, c'est la devise de la mairie de Paris. Flotte mais ne sombre pas. La décision d'hier était une décision très émouvante et en même temps me projette immédiatement dans l'avenir. Et je vais mettre fin à un suspense absolument intenable. J'avais envie d'être parmi vous, d'être avec vous, d'être ici, sur la place de la République, pour vous dire que oui, évidemment oui, je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris. Voilà, monsieur Griveaux, candidat à la mairie de Paris. Alors, il est candidat à l'investiture. Oui. Il faut le préciser. Et c'est ça toute la limite de la démarche de Benjamin Griveaux. C'est-à-dire qu'il n'est pas le candidat de la République En Marche. Il est un candidat parmi les autres, même s'il semble être un peu favori, mais il faut être très prudent. Emmanuel Macron, d'ailleurs, pour l'instant, n'a pas dit précisément qui il soutenait dans cette bataille. Il y a Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi, Cédric Villani, il y en a d'autres. Donc, on verra ce qu'il en est. On est à 1 an des municipales, pas convaincu que les Parisiens et même les Français aient la tête à ça. Mais lui, il estime qu'il a un travail à faire et donc il quitte le gouvernement, peut-être pour s'enlever l'étiquette de porte-parole, qui pour l'instant n'est pas forcément quelque chose qui permet de gagner des points de popularité. Donc on verra ce que. Mais alors cette déclaration de candidature, vous êtes convaincu? Pas trop, hein, David, j'ai l'impression. Moi, pas trop. Déjà pour faire en sorte que les Parisiens dont je suis apprécient à nouveau Paris. Moi, j'ai jamais cessé d'apprécier Paris. Je sais pas pour vous. Ensuite, les municipales parisiennes, c'est souvent la rencontre entre des idées et un homme ou une femme. Donc, les idées. Voilà, là, il se trouve qu'on est en train de parler de candidats à l'investiture, on n'a pas de programme spécifique. Donc pour juger, on a le programme, le bilan, bon ou pas, chacun jugera, d'Anne Hidalgo. On a en personnalité emblématique Rachida Dati. Et on a ensuite que des candidats à l'investiture de la République En Marche qui, à mon avis, vont avoir énormément de difficultés à s'imposer dans ce combat pour la mairie de Paris. Il faut les programmes. Hein. Attendons les programmes, parce que là, l'élection, elle est dans 2 ans. Hein. Il suffit pas de dire qu'Anne Hidalgo a échoué. Il faut effectivement proposer des choses. J'ai dit je ne dis pas qu'elle a échoué, je dis bon ou mauvais. Ce que je redoute, c'est qu'il n'y ait pas, on n'ait pas ce sentiment d'ancrage de Benjamin Griveaux à la ville de Paris. Même si tu me dis qu'il y est très présent, comme tu me le disais tout à l'heure. Non, mais en fait, il est député de Paris, mais il a été très peu député de Paris, puisque, rappelons-le, lui, il a fait carrière plutôt en Saône-et-Loire, et ensuite, il est à Paris, il se fait élire député de Paris, il quitte la députation et il devient secrétaire d'État. Donc, si tu veux, il est pas plus parisien que... Je suis pas mécontent de la ville de Paris telle qu'elle Rapidement, moi, ça me fait rire. Enfin, ces personnes qui ont déjà encore rien prouvé, qui sont dans le gouvernement déjà depuis maintenant 2 ans. C'est quoi leur bilan? Pourquoi ils veulent tout de suite faire autre chose sans expliquer le pourquoi du comment? Je pense qu'il va avoir énormément de difficultés parce que Anne Hidalgo, elle a eu le tampon de la Noé où en vérité
après, peu importe qui aurait pu prendre la suite, si c'était validé par Delanoë, c'était réglé. Moi, je pense que le tampon Macron, aujourd'hui, c'est pas une carte pour Paris pour essayer de briguer la mairie. Dans un instant, les grandes gueules reviennent. GG du jour, la proposition de monsieur Darmanin. On supprime la redevance télé pour l'audiovisuel public. D'accord, mais par quoi la remplace-t-on et que fait-on de l'audiovisuel public? À tout de suite avec les GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.